Ces livres apparaissaient spontanément selon les besoins des visiteurs, comme si la maison elle-même prescrivait les lectures nécessaires à chaque personne. Henri Dubois, malgré sa sénilité, retrouva parfois des moments de lucidité pendant lesquels il implorait le pardon de la famille Moreau. Thomas lui rendit visite régulièrement à l'hospice, lui offrant le pardon sincère qui permit à Henri de mourir en paix quelques années plus tard. L'histoire de la transformation de la maison Moreau inspira la création d'un mouvement international de réconciliation ancestrale. Des centres similaires s'ouvrirent dans le monde entier, chacun adapté aux spécificités culturelles et historiques de sa région. Emma grandit pour devenir une médium réputée spécialisée dans la communication avec les ancêtres pour résoudre les conflits familiaux non résolus. Elle développa une méthode unique permettant aux vivants de dialoguer avec leurs ancêtres décédés pour obtenir leur pardon ou leur bénédiction. Lucas devint quant à lui un exorciste moderne qui n'utilisait pas les méthodes traditionnelles mais la force de l'amour inconditionnel. Il voyageait à travers le monde pour libérer les maisons et les familles des entités négatives qui s'y étaient attachées. Thomas et Claire vieillirent entourés de l'amour de leurs enfants et de la gratitude de milliers de familles qu'ils avaient aidé à guérir. Leur maison devint un lieu de pèlerinage où les gens venaient chercher l'inspiration pour surmonter leurs propres défis familiaux. Le sous-sol transformé en centre de méditation accueillait des retraites spirituelles, dirigées par des maîtres de différentes traditions. Ces retraites combinaient méditation, thérapie familiale et rituels de pardon pour offrir une guérison holistique aux participants. La réputation de la maison Moreau s'étendit jusqu'aux universités prestigieuses qui envoyaient leurs étudiants en psychologie faire des stages. Ces étudiants apprenaient sur le terrain comment les traumatismes se transmettent et comment ils peuvent être guéris par l'amour et le pardon. Emma épousa un jeune psychiatre qu'elle avait rencontré lors d'un congrès sur la thérapie transgénérationnelle. Ensemble, ils eurent 3 enfants qui héritèrent tous de dons psychiques qu'ils utilisèrent pour aider leurs semblables. Lucas choisit de rester célibataire pour se consacrer entièrement à sa mission de guérisseur. Itinérant, voyageant de continent en continent, il ne restait jamais longtemps au même endroit. Mais sa réputation le précédait partout où il allait, attirant ceux qui avaient besoin d'aide. Thomas créa une fondation internationale pour financer la recherche sur les traumatismes transgénérationnels et leur guérison. Cette fondation octroyait des bourses à des chercheurs du monde entier pour développer de nouvelles approches thérapeutiques. Claire publia une série de guides pratiques pour aider les parents à briser les cycles négatifs avant qu'ils n'affectent leurs enfants. Ces livres devinrent des références dans le domaine de la parentalité consciente et de la prévention des traumatismes. La maison Moreau devint un symbole mondial de la possibilité de transformer le mal en bien par la force de l'amour. Des documentaires furent tournés sur l'histoire de cette transformation, inspirant d'autres familles à affronter leurs propres démons. 20 ans après la libération de l'entité, la famille organisa une grande cérémonie pour commémorer cette victoire de l'amour sur la haine. Des représentants de toutes les familles qui avaient été aidées vinrent témoigner de leur reconnaissance et de leur guérison. Emma, devenue adulte, eut une vision prophétique montrant que d'autres maisons dans le monde abritaient des entités similaires. Elle comprit que sa mission était de former une nouvelle génération de guérisseurs pour libérer ces lieux maudits. Lucas accepta de diriger cette académie internationale de guérison spirituelle qui s'établit dans les différentes ailes de la propriété familiale. Cette académie enseignait les techniques de libération spirituelle à des étudiants venus de tous les continents. Thomas, maintenant âgé, passait ses journées à méditer dans le jardin, remerciant chaque jour les forces divines qu'il avait guidées. Il sentait parfois la présence bienveillante de ses ancêtres libérés qui veillaient sur la famille et bénissaient leur œuvre. Claire organisait des cercles de parole pour les femmes qui avaient vécu des traumatismes familiaux similaires. Ces cercles permettaient aux participantes de partager leurs expériences et de se soutenir mutuellement dans leur processus de guérison. La cave mystérieuse continuait de produire son eau miraculeuse qui ne se tarissait jamais malgré la demande croissante. Cette eau était distribuée gratuitement à tous ceux qui en avaient besoin. Sans distinction de religion, de race ou de nationalité, des scientifiques tentèrent d'analyser cette eau mais ne purent jamais expliquer ses propriétés par les lois de la physique conventionnelle. Ils conclurent que ses effets curatifs relevaient d'un phénomène qui dépassait la compréhension scientifique actuelle. Emma eut 4 enfants qui manifestèrent dès leur plus jeune âge des capacités psychiques exceptionnelles. Ces enfants semblaient immunisés contre toute influence négative et rayonnaient d'une lumière intérieure qui apaisait tous ceux qui les approchaient. Le plus jeune de ces enfants, un garçon prénommé Gabriel, montrait des signes de clairvoyance universelle. Il pouvait voir simultanément le passé, le présent et l'avenir d'une personne, l'aidant à comprendre l'origine de ses problèmes. Lucas forma Gabriel personnellement
lui transmettant toutes les techniques de guérison spirituelle qu'il avait développées au cours de ses voyages. Gabriel dépassait déjà son oncle par l'étendue de ses pouvoirs et la profondeur de sa compassion. Pour la souffrance humaine, Tom a vécu assez longtemps pour voir naître son arrière-petit-fils, Gabriel, et comprendre que la lignée Moreau était définitivement transformée. Sur son lit de mort, il eut une vision de toutes les générations futures de sa famille continuant l'œuvre de guérison. Claire survécut à son mari de 5 années, consacrant ce temps à transmettre sa sagesse aux nouvelles générations de thérapeutes. Elle mourut paisiblement dans son sommeil, entourée de ses enfants et petits-enfants qui sentirent son âme se libérer joyeusement. Emma hérita de la direction de la fondation familiale et étendit son influence à tous les continents de la planète. Elle établit des centres de guérison transgénérationnelle dans son pays, formant des milliers de thérapeutes spécialisés. Lucas, malgré son âge avancé, continuait ses voyages missionnaires pour libérer les dernières maisons maudites de la planète. Il avait développé une carte mondiale des lieux nécessitant une intervention spirituelle et travaillait méthodiquement pour les purifier tous. Gabriel grandit pour devenir le guérisseur le plus puissant que la famille ait jamais connu, surpassant même les capacités de ses parents. À l'âge de 16 ans, il était déjà capable de libérer des entités que des exorcistes expérimentés n'arrivaient pas à chasser. La maison Moreau devint le siège mondial d'un mouvement de réconciliation qui touchait désormais des millions de familles. Des dirigeants politiques venaient consulter Gabriel pour résoudre des conflits ancestraux entre nations et ethnies. L'influence de la famille s'étendait maintenant au niveau géopolitique, aidant à prévenir des guerres et à réconcilier des peuples ennemis. Gabriel développa une technique révolutionnaire pour guérir les traumatismes collectifs qui affectaient des populations entières. 50 ans après la libération de l'entité ancestrale, la transformation était complète, le mal avait été définitivement vaincu par l'amour. La lignée Moreau était devenue synonyme de guérison, de pardon et de réconciliation dans le monde entier. Emma, devenue une vieille dame respectée, écrivit les mémoires familiales pour que cette histoire inspire les générations futures. Elle y décrivait comment une famille maudite était devenue une source de bénédiction pour l'humanité entière. Lucas, centenaire mais toujours actif, forma ses derniers disciples avant de se retirer définitivement dans la maison familiale. Il passa ses dernières années à méditer dans le sous-sol transformé, préparant son âme pour le grand voyage. Gabriel prit la relève de son grand-oncle et révolutionna les méthodes de guérison spirituelle par ses innovations. Il développa des techniques permettant de guérir instantanément des traumatismes qui auraient nécessité des années de thérapie. La maison Moreau était maintenant visitée par des millions de pèlerins chaque année venus chercher la paix et la guérison. Un petit ville s'était développé autour de la propriété pour accueillir tous ces visiteurs en quête de spiritualité. L'eau miraculeuse de la cave était désormais distribuée mondialement par un réseau de bénévoles dévoués. Cette distribution gratuite avait permis de guérir des maladies incurables et de réconcilier des familles brisées sur tous les continents. Gabriel épousa une jeune femme qui partageait ses dons et ensemble ils eurent pété enfants au pouvoir encore plus développé. Ces enfants représentaient l'aboutissement de l'évolution spirituelle de la lignée Moreau, incarnant la perfection de l'amour inconditionnel, le plus doué de ses enfants. Une fille prénommée Lumière pouvait guérir par sa simple présence. Sans même avoir besoin de toucher les malades, elle rayonnait d'une aura si pure que les personnes négatives ne pouvaient pas s'approcher d'elle sans être transformées. Emma mourut centenaire, entourée de centaines de descendants qui avaient tous hérité de dons spirituels exceptionnels. Imaginez découvrir que votre héritage familial cache des secrets si terrifiants qu'il pourrait coûter la vie à vos propres enfants, et restez avec moi car cette histoire va vous glacer le sang. Jusqu'à la dernière révélation qui changera à jamais votre perception de ce qui se cache dans l'ombre de nos maisons ancestrales. La pluie battante frappait violemment les vitres de la voiture familiale alors que Thomas Moreau conduisait prudemment sur la route sinueuse menant à leur nouvelle demeure. Sa femme Claire serrait nerveusement ses mains sur ses genoux tandis que leurs 2 enfants Emma et Lucas dormaient paisiblement sur la banquette arrière. Cette maison victorienne imposante se dressait devant comme une sentinelle sombre dans la nuit d'octobre. Ses fenêtres noires reflétant les éclairs qui zébraient le ciel tourmentait l'héritage de la grand-mère Marguerite était enfin entre leurs mains après des mois de procédures juridiques complexes et de papiers administratifs interminables. Thomas gara la voiture dans l'allée gravillonnée qui craquait sous les pneus, créant un bruit sinistre qui réveilla les enfants. En sursaut, Emma, âgée de 12 ans, frotta ses yeux ensommeillés et regarda par la fenêtre avec une expression de méfiance instinctive. Lucas, plus jeune de 3 ans, se blottit contre sa sœur en murmurant qu'il avait peur de cette grande maison, qui ressemblait à celle des films d'horreur. Claire sortit de la voiture en premier,
ses talons claquant sur les pavés humides tandis qu'elle observait la façade gothique ornée de gargouilles grimaçantes, les colonnes de marbre encadraient, une porte d'entrée massive en chêne sculpté, décorée de motifs étranges qui semblaient bouger dans la lumière vacillante des réverbères. Thomas déverrouilla la porte avec la clé ancienne que le notaire lui avait remise. Une clé en fer forgé, si lourde qu'elle paraissait avoir été forgée dans une autre époque. Le grincement de la porte résonna dans le rôle d'entrée caverneux, révélant un intérieur poussiéreux où les meubles étaient recouverts de draps blancs fantomatiques. L'odeur de renfermé se mêlait à quelque chose de plus inquiétant. Une senteur métallique et âcre que Thomas ne parvenait pas à identifier précisément. Claire alluma l'interrupteur principal et les lustres cristallins illuminèrent soudain l'entrée, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrisés. Les portraits d'ancêtres au regard perçant semblaient suivre chacun de leurs mouvements, créant une atmosphère oppressante qui fit frissonner toute la famille. Emma remarqua immédiatement que tous ces portraits montraient des hommes, des femmes aux yeux noirs profonds, comme si une même malédiction génétique traversait les générations. Lucas se cacha derrière les jambes de son père en chuchotant que les gens dans les cadres avaient l'air méchant et qu'il lui faisait peur. Thomas rassura ses enfants en leur expliquant que c'étaient simplement leurs ancêtres et qu'il fallait respecter la mémoire de ceux qui avaient vécu dans cette maison avant. Claire découvrit dans le salon principal un P et un que recouvert d'une épaisse couche de poussière, ses touches jaunées par le temps semblant attendre qu'une main invisible vienne les effleurer. La bibliothèque occupait tout un mur rempli de volumes anciens aux reliures de cuir craquelé, certains si vieux que leurs titres étaient devenus illisibles. Thomas ouvrit au hasard l'un de ses livres et découvrit des pages jaunies couvertes d'une écriture gothique dans une langue qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. Les dessins dans les marges représentaient des créatures étranges, des symboles mystérieux et des diagrammes qui ressemblaient à des rituels occultes. Claire appela son mari depuis la cuisine où elle avait découvert un garde-manger rempli de bocaux contenant des substances non identifiables conservées dans des liquides troubles. Certains bocaux portaient des étiquettes écrites à la main, avec des dates remontant à plusieurs décennies, voire plus d'un siècle. Emma explora le premier étage et découvrit que sa future chambre était décorée de papier peint fleuri décoloré par endroits, révélant des taches sombres sur les murs. La fenêtre de cette chambre donnait directement sur le cimetière familial situé dans le jardin arrière, où une dizaine de pierres tombales étaient alignées sous un grand chêne centenaire. Lucas refusa catégoriquement de dormir seul dans sa chambre attribuée, prétextant qu'il entendait des chuchotements provenant des murs. Thomas et Claire décidèrent que toute la famille dormirait dans la chambre principale cette première nuit, le temps de s'habituer à leur nouvelle demeure. La nuit fut agitée de bruits inexpliqués, craquements dans les murs, grincement des planchers à l'étage supérieur, et parfois le son étouffé d'une mélodie jouée au piano du salon. Au petit matin, Thomas descendit vérifier le piano et découvrit avec stupéfaction que le couvercle était ouvert et qu'une partition ancienne était posée sur le pupitre. Cette partition portait le titre Requiem pour les innocents et était datée de 1863, écrite de la main de son arrière-arrière-grand-père Édouard Moreau. Claire prépara le petit déjeuner dans la cuisine en essayant d'ignorer l'impression persistante d'être observée par des yeux invisibles. Les enfants mangèrent en silence, Emma fixant constamment la fenêtre qui donnait sur le cimetière familial tandis que Lucas refusait de regarder dans cette direction. Thomas décida d'explorer plus méthodiquement la maison pour faire l'inventaire de ce qu'il avait hérité et découvrir tous les secrets de cette demeure ancestrale. Dans le bureau de son grand-père, il trouva un coffre-fort ancien dont la combinaison était écrite sur un bout de papier glissé dans le tiroir du bureau. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient des documents légaux, des bijoux de famille, et surtout un carnet relié en cuir noir portant l'inscription chronique familiale. Ce carnet contenait des récits détaillés des événements survenus dans la famille Moreau depuis plus de 2 siècles, écrits par différentes générations. Les premières pages racontaient l'histoire de l'acquisition de la propriété par son ancêtre, Bailly Moreau, en 1789. Peu après la Révolution française, Bailly avait acheté cette maison à un prix dérisoire car elle appartenait précédemment à une famille de nobles guillotinés, et les superstitions locales prétendaient qu'elle était maudite. Les récits mentionnaient des événements étranges, objets qui se déplaçaient seuls, apparitions nocturnes, et surtout des disparitions mystérieuses d'enfants du village. Thomas lut avec un malaise croissant les témoignages de ses ancêtres, qui décrivaient des rituels secrets pratiqués dans le sous-sol de la maison. Ces rituels auraient pour but de préserver la lignée familiale en offrant des sacrifices à une entité ancestrale qui protégeait la famille Moreau depuis des générations. Le carnet mentionnait l'existence d'un sous-sol condamné, accessible par une porte dissimulée derrière la bibliothèque du salon principal. Thomas referma précipitamment le carnet
refusant d'abord de croire à ces histoires qu'il attribuait aux superstitions de ses ancêtres. Ignorant, cependant, sa curiosité fut plus forte que sa raison et il se dirigea vers la bibliothèque pour vérifier l'existence de cette porte secrète en examinant attentivement les étagères. Il découvrit effectivement qu'une section entière de la bibliothèque pivotait sur des GONDS. Dissimulée, derrière cette fausse bibliothèque se trouvait une porte en fer rouillé, fermée par 3 verrous massifs et une chaîne cadenassée. L'odeur qui s'échappait de derrière cette porte était encore plus forte que celle qui imprégnait le reste de la maison. Mélange de moisis et de quelque chose de plus inquiétant. Thomas remonta chercher des outils dans le garage pour forcer les verrous, malgré une voix intérieure qui lui conseillait de laisser cette porte fermée à jamais. Claire le trouva en train de descendre avec une barre à mine et une lampe torche puissante, et elle insista pour l'accompagner dans cette exploration dangereuse. Ils envoyèrent les enfants jouer dans le jardin, leur interdisant formellement d'entrer dans la maison pendant leur absence au sous-sol. Le premier verrou céda facilement, comme s'il n'avait pas été fermé depuis très longtemps. Mais les 2 autres résistèrent davantage, quand Thomas fit sauter la chaîne avec sa barre à mine. Un grincement métallique résonna dans toute la maison, semblant réveiller quelque chose qui dormait depuis longtemps. La porte s'ouvrit lentement sur un escalier de pierre qui descendait dans les ténèbres absolues du sous-sol condamné. L'air qui remontait était chargé d'humidité et de cette odeur métallique qui devenait de plus en plus identifiable, du sang séché mélangé à d'autres substances organiques en décomposition. Thomas éclaira les marches avec sa lampe torche et constata que les murs étaient couverts de symboles gravés dans la pierre, similaires à ceux qu'il avait vus dans les livres de la bibliothèque. Claire le suivit prudemment, serrant sa propre lampe de poche et essayant de contrôler sa respiration de plus en plus difficile. Dans cette atmosphère confinée, au bas de l'escalier s'étendait une vaste salle voûtée, au centre de laquelle trônait un autel de pierre taché de substances brunâtres séchées. Les murs de cette salle souterraine étaient ornés de fresques représentant des scènes de sacrifices rituels, peintes avec un réalisme troublant qui suggérait qu'elles avaient été réalisées d'après nature. Dans un coin de la salle, une bibliothèque souterraine contenait des centaines de volumes consacrés aux sciences occultes, à la nécromancie et aux rituels de magie noire. Thomas ouvrit l'un de ces livres et découvrit qu'il était écrit en français ancien, détaillant des procédures pour invoquer des entités démoniaques en échange de pouvoirs terrestres. Claire attira son attention sur une série de JOURNAX intimes alignés sur une étagère, chacun portant le nom d'un ancêtre Moreau et couvrant une période d'environ 20 ans. Le journal le plus récent portait le nom de Marguerite Moreau, la grand-mère de Thomas, et sa dernière entrée était datée de seulement 3 mois avant sa mort. Thomas ouvrit ce journal avec des mains tremblantes et commença à lire les confessions terrifiantes de sa grand-mère concernant la continuation des rituels. Marguerite décrivait comment elle avait perpétué la tradition familiale en offrant des sacrifices réguliers à l'entité ancestrale qui résidait dans les profondeurs de la terre sous la maison. Ces sacrifices consistaient principalement en enfants orphelins issus de familles pauvres du village, que personne ne viendrait chercher ou regretter. Le journal détaillait minutieusement les dates de ces sacrifices, les noms des victimes, quand ils étaient connus, et les bénéfices que la famille en retirait. Chaque sacrifice était suivi d'une période de prospérité familiale, récoltes abondantes, succès dans les affaires, protection contre les maladies et les accidents. Marguerite expliquait que l'entité exigeait un sacrifice d'enfants innocents, tous les 7 ans pour maintenir sa protection sur la lignée Moreau. Le dernier sacrifice mentionné dans le journal datait de 14 ans, ce qui signifiait que l'entité n'avait pas reçu son dû depuis 2 cycles complets. Marguerite exprimait sa terreur croissante face à la colère de l'entité qui commençait à manifester son mécontentement par des phénomènes paranormaux de plus en plus violents. Elle avait tenté de rompre le pacte ancestral en condamnant le sous-sol, mais l'entité lui avait fait comprendre que seule la mort pouvait la libérer de ses obligations. Les dernières pages du journal révélaient que Marguerite avait choisi de se suicider plutôt que de continuer à alimenter cette malédiction familiale. Cependant, elle avertissait que l'entité reporterait automatiquement ses exigences sur le prochain héritier masculin de la lignée Moreau, c'est-à-dire Thomas. Claire découvrit un autre journal, plus récent encore, qui ne portait aucun nom sur sa couverture, mais contenait des entrées datées de seulement quelques semaines. Ce journal anonyme décrivait la surveillance de la famille Thomas, l'observation de leurs habitudes, et surtout l'étude approfondie des 2 enfants Emma et Lucas. L'auteur de ce journal connaissait des détails intimes sur la vie de la famille, les heures de travail de Thomas, les activités de Claire, les trajets scolaires des enfants. Il était évident que quelqu'un continuait les traditions
familiale et préparait le prochain sacrifice en ciblant spécifiquement Emma et Lucas. Le journal mentionnait que l'entité avait une préférence pour les enfants de sang moraux, considérés comme des offrandes de qualité supérieure. Des plans détaillés de la maison étaient dessinés dans les marges, montrant tous les accès possibles et les meilleurs moments pour enlever les enfants. L'auteur semblait connaître parfaitement les habitudes de sommeil des enfants, leurs peurs, et les moyens les plus efficaces pour les attirer dans le sous-sol. Claire lui avoua une entrée particulièrement terrifiante qui décrivait Emma comme la candidate parfaite pour le prochain rituel en raison de son âge et de sa pureté spirituelle. Thomas arracha le journal des mains de sa femme, refusant d'entendre la suite. Mais il était trop tard pour effacer ces images terrifiantes de son esprit. Ils découvrirent également des photographies récentes de leurs enfants, prises à leur insu dans la cour de récréation, devant leur ancienne maison et même dans leur jardin. Ces photos étaient annotées avec des commentaires sur le développement physique et mental des enfants, comme s'il s'agissait d'animaux destinés à l'abattage. Claire commença à paniquer en réalisant que leur famille était surveillée depuis des mois, peut-être même depuis l'annonce de l'héritage. Thomas tenta de la rassurer, mais il était lui-même terrifié par l'ampleur de la conspiration qui les entourait. Ils remontèrent précipitamment du sous-sol pour vérifier que leurs enfants étaient en sécurité dans le jardin. Emma et Lucas jouaient tranquillement près du cimetière familial, inconscients du danger mortel qui planait au-dessus de leur tête. Thomas appela immédiatement la police locale pour signaler les menaces qui pesaient sur sa famille, mais le commissaire lui répondit que ce type de farce était courant dans les vieilles demeures. Les autorités locales semblaient peu disposées à prendre au sérieux des histoires de rituels sataniques et de sacrifices d'enfants. Claire suggéra de quitter immédiatement la maison et de retourner en ville, mais Thomas réalisa qu'ils ne seraient en sécurité nulle part tant que l'identité du surveillant resterait connue. Cette nuit-là, ils barricadèrent toutes les portes et fenêtres, et Thomas monta la garde avec un fusil de chasse trouvé dans le bureau de son grand-père. Vers 3 heures du matin, des bruits de pas résonnèrent dans le salon, accompagnés du son du piano qui jouait la même mélodie lugubre que la nuit précédente. Thomas descendit en silence avec son arme et découvrit une silhouette encapuchonnée debout devant la bibliothèque secrète. L'intrus portait une robe noire ornée des mêmes symboles que ceux gravés dans le sous-sol et son visage était dissimulé par un masque de fer forgé. Quand Thomas braqua son fusil sur lui, l'homme ne sembla pas impressionné et continuait à manipuler le mécanisme d'ouverture de la bibliothèque. « Tu ne peux pas arrêter ce qui a été commencé il y a des siècles », dit l'intrus d'une voix caverneuse qui semblait provenir des profondeurs de la terre. Thomas reconnut cette voix comme étant celle de Henri Dubois, le vieux jardinier qui s'occupait de l'entretien de la propriété depuis 40 ans. Henri retira son masque, révélant un visage ridé mais aux yeux brillants d'une folie fanatique qui témoignait de décennies de dévotion aux forces obscures. Ta grand-mère a essayé de rompre le pacte, mais l'entité m'a choisi pour poursuivre l'œuvre familiale, expliqua Henri en souriant de manière inquiétante. Il révéla qu'il était en réalité le demi-frère illégitime du grand-père de Thomas, conçu lors d'une liaison secrète avec une servante de la maison. Henri avait grandi dans l'ombre de la famille légitime, mais il avait été initié au secret du sous-sol dès son plus jeune âge. Quand Marguerite avait tenté de briser la tradition, l'entité ancestrale s'était tournée vers Henri comme gardien de la lignée. Les enfants doivent être sacrifiés avant la nouvelle lune, sinon l'entité détruira toute la descendance Moreau, déclara Henri en s'avançant vers l'escalier menant aux chambres. Thomas tira un coup de semonce, qui fit exploser un vase ancien, mais Henri continua d'avancer comme si les balles ne pouvaient l'atteindre. Claire descendit en courant avec les enfants, alertés par le coup de feu, et poussa un cri d'horreur en voyant l'intrus dans leur salon. Henri tendit les bras vers Emma, murmurant des incantations dans la langue ancienne qu'avait vue Thomas dans les livres du sous-sol. Emma sembla hypnotisée par la voix de Henri et commença à marcher vers lui. Malgré les cris de ses parents, Thomas se jeta sur Henri pour l'empêcher d'atteindre sa fille, et les deux hommes roulèrent au sol dans une lutte désespérée. Pendant ce temps, Claire rassembla ses enfants et les poussa vers la porte d'entrée, mais celle-ci était mystérieusement verrouillée de l'extérieur. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient également bloquées par des barres de fer qui semblaient avoir poussé du sol pendant la nuit. Henri réussit à se libérer de l'étreinte de Thomas et courut vers les enfants en brandissant un poignard rituel orné de pierres noires. Lucas poussa un hurlement de terreur pure qui résonna dans toute la maison et sembla faire trembler les murs de la vieille demeure. À cet instant, une lumière aveuglante jaillit du sous-sol, accompagnée d'un grondement sourd qui faisait vibrer le plancher. Henri s'arrêta net, ses yeux reflétant une terreur qui dépassait même celle de ses victimes potentielles. « Elle arrive » chuchota-t-il en reculant vers la bibliothèque secrète.
L'entité vient réclamer son dû elle-même. Des tentacules d'ombre commencèrent à s'échapper de l'ouverture du sous-sol, se glissant le long des murs comme des serpents vivants. Ces tentacules semblent chercher quelque chose de spécifique, effleurant les meubles et les objets avant de se diriger vers l'odeur des enfants terrifiés. Claire serra Emma et Lucas contre l'enleur, murmurant de fermer les yeux et de ne pas regarder l'horreur ancestrale qui remontait des profondeurs. Thomas comprit que leur seule chance de survie était de donner à l'entité ce qu'elle réclamait. Mais il ne pouvait se résoudre à sacrifier ses propres enfants. Henri ricana en voyant le dilemme moral de Thomas et lui expliqua que l'entité ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu satisfaction complète. Tes ancêtres ont nourri cette créature. Pendant des siècles, tu ne peux pas briser le cycle maintenant, déclara Henri en pointant son poignard vers la gorge d'Emma. À ce moment précis, Emma sembla sortir de sa transe et mordit violemment la main de Henri. Lui faisant lâcher son arme, la fillette courut vers son père en criant qu'elle avait vu des visions terrifiantes de tous les enfants qui avaient été sacrifiés dans ce sous-sol. Lucas révéla qu'il entendait les voix de ses enfants morts qui lui demandaient de les venger en détruisant l'entité une fois pour toutes. Thomas réalisa que ses enfants possédaient peut-être une sensibilité particulière aux forces surnaturelles en raison de leur héritage génétique. Il se souvint avoir lu dans les journaux que certains descendants moraux avaient développé des pouvoirs psychiques leur permettant de communiquer avec l'au-delà. Emma confirma qu'elle pouvait voir les esprits des victimes qui entouraient l'entité ancestrale. Là maintenant prisonnières de leur souffrance collective, ces esprits attendaient depuis des décennies qu'un descendant moraux soit assez fort pour briser les chaînes qui les liaient à leur bourreau. Lucas ajouta qu'il savait instinctivement comment détruire l'entité, mais que cela nécessiterait le sacrifice volontaire d'un membre adulte de la lignée Moreau. Henri hurla que c'était impossible, que l'entité était immortelle et que seuls les sacrifices d'innocents pouvaient apaiser sa soif de sang. Mais Thomas comprit que ses enfants disaient la vérité, l'entité tirait sa force des souffrances innocentes, et un sacrifice consenti par amour parental pourrait la détruire. Il embrassa Claire et ses enfants une dernière fois, puis marcha résolument vers l'ouverture du sous-sol d'où émergeaient les tentacules d'ombre. « Je me sacrifie volontairement pour libérer tous les innocents que tu as dévorés », déclara Thomas d'une voix ferme qui résonna dans les profondeurs ténébreuses. L'entité poussa un hurlement de rage qui fit exploser toutes les fenêtres de la maison, comprenant qu'elle était sur le point de perdre sa source de pouvoir. Thomas descendit lentement l'escalier de pierre, suivi par les tentacules qui semblaient hésiter à le saisir. Déstabilisé par cette offrande inattendue, chers spectateurs, nous voici arrivés au cœur de cette terrifiante histoire familiale. Et si vous voulez connaître la suite de ce sacrifice ultime et découvrir si Thomas parviendra à sauver ses enfants des griffes de cette entité ancestrale, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne et activez la cloche de notification, car votre soutien nous donne la force de continuer à vous raconter ces histoires qui font froid dans le dos. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclus qui vous feront peut-être gagner des surprises effrayantes. Dans le sous-sol, Thomas découvrit que l'entité n'était pas une créature unique, mais un amalgame d'âmes torturées, qui avaient été corrompues par des siècles de rituels sanglants. Au centre de cette masse d'ombre et de souffrance se trouvait l'esprit de Baïlémi Moreau, le premier ancêtre qui avait conclu le pacte démoniaque. Baïlémi avait été transformé en gardien éternel de cette malédiction familiale, condamné à orchestrer les sacrifices pour nourrir l'entité qu'il avait créée par sa cupidité. Thomas comprit que pour briser le cycle, il devait non seulement offrir sa vie, mais aussi pardonner à son ancêtre et libérer son âme de cette prison spirituelle. Baïlémi Moreau, au nom de toute notre lignée, je te pardonne tes péchés, et je brise les chaînes qui t'enchaînent à cette existence maudite, proclama Thomas. Une lumière dorée commença à émaner de son corps, contrastant avec les ténèbres qui l'entouraient et faisant reculer les tentacules d'ombre. L'esprit de Baïlémi apparut sous sa forme humaine originelle, les larmes coulant sur son visage déformé par des siècles de remords éternels. « Merci, mon descendant », murmura Baïlémi avant de disparaître dans un éclat de lumière pure qui fit trembler toute la structure du sous-sol. L'entité poussa un dernier hurlement d'agonie alors que tous les esprits prisonniers se libéraient simultanément, créant un tourbillon lumineux qui aspira les ténèbres. Thomas sentit ses forces l'abandonner, mais il souriait en sachant que ses enfants étaient enfin en sécurité et que la malédiction familiale était brisée. Au rez-de-chaussée, Claire et les enfants virent la maison entière trembler sur ses fondations tandis que des éclairs de lumière jaillissaient de toutes les ouvertures. Henri Dubois poussa un cri d'horreur en voyant ses pouvoirs occultes l'abandonner. Son corps vieillissant de plusieurs décennies en quelques secondes, il s'effondra sur le sol, redevenu un simple vieil homme sans défense.
Libéré lui aussi de l'emprise démoniaque, il avait maintenu en vie artificiellement. Emma et Lucas sentirent que leur père avait accompli son sacrifice et que les voix des enfants morts s'éteignaient une à une, enfin en paix. La maison cessa de trembler et un silence profond s'installa, plus paisible que tout ce qu'il avait connu depuis leur arrivée. Claire descendit prudemment au sous-sol et trouva Thomas évanoui, né vivant près de l'autel de pierre qui s'était écroulé sur lui-même. Toutes les fresques macabres sur les murs avaient disparu, remplacées par des dessins d'enfants souriants qui semblaient dire au revoir avant de s'estomper. La bibliothèque souterraine s'était transformée en poussière, emportant avec elle tous les grimoires de magie noire et les journaux maudits. Thomas ouvrit les yeux et sourit en voyant sa famille réunie, réalisant que son sacrifice volontaire avait été accepté sans qu'il soit nécessaire de mourir. L'amour paternel et le pardon sincère avaient plus de pouvoir que des siècles de haine et de violence ritualisée. Henri Dubois fut emmené par les autorités qui le trouvèrent dans un état de sénilité avancée, incapable de se souvenir de ses crimes. La famille Moreau décida de rester dans la maison, qui était maintenant purifiée de toute influence maléfique et remplie d'une atmosphère de paix. Emma développa un don pour communiquer avec les esprits bienveillants, aidant d'autres familles à résoudre leurs problèmes paranormaux. Lucas devint un guérisseur spirituel, utilisant sa sensibilité psychique pour aider les gens à surmonter leur traumatisme et leur peur. Thomas et Claire transformèrent le sous-sol en centre de méditation où les visiteurs venaient chercher la paix intérieure et la réconciliation familiale. Le cimetière familial dans le jardin devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à honorer la mémoire des innocents et à demander pardon pour les péchés de leurs ancêtres. Chaque 7 ans, le jour anniversaire de la libération spirituelle, la famille organisait une cérémonie de commémoration pour tous les enfants qui avaient perdu la vie. Ces cérémonies attiraient des familles du monde entier qui venaient témoigner de leur propre réconciliation avec leur passé douloureux. Les portraits d'ancêtres dans leur rôle d'entrée avaient mystérieusement changé d'expression, montrant désormais des visages sereins et bienveillants. La transformation de la maison était si complète que même les voisins du village remarquèrent que l'atmosphère oppressante qui planait sur la propriété avait totalement disparu. Le piano du salon se remit à jouer spontanément, mais cette fois des mélodies apaisantes qui berçaient les enfants et réconfortaient les adultes. Claire découvrit dans le grenier une collection de lettres écrites par Marguerite avant sa mort, expliquant qu'elle avait toujours espéré qu'un jour, quelqu'un serait assez fort pour briser la malédiction. Ces lettres révélaient que Marguerite avait secrètement préservé des objets bénis et des talismans protecteurs dans toute la maison pour aider ses descendants. Thomas trouva également un testament spirituel de sa grand-mère dans lequel elle léguait à la famille la mission de transformer cette maison maudite en sanctuaire de guérison. La cave à vin du sous-sol, qui n'existait pas auparavant, apparut mystérieusement remplie de bouteilles centenaires contenant une eau bénite aux propriétés curatives. Cette eau miraculeuse attirait des pèlerins du monde entier qui venaient chercher la guérison de leurs maux physiques et spirituels. Emma commença à avoir des veillées SOS prophétiques qui l'aidaient à guider les visiteurs vers la résolution de leurs problèmes familiaux. Elle voyait les traumatismes ancestraux qui se transmettaient de génération en génération et aidait les familles à briser ces cycles destructeurs. Lucas développa la capacité de purifier les lieux, hantés simplement en y posant les mains et en canalisant l'énergie de paix qu'il avait reçue. Les deux enfants travaillaient ensemble pour transformer les maisons maudites en refuges de sérénité, perpétuant l'œuvre de réconciliation commencée par leur père. Thomas écrivit un livre sur son expérience, devenant un guide spirituel reconnu pour ceux qui luttaient contre les malédictions familiales. Son livre Briser les chaînes ancestrales devint un best-seller international, aidant des milliers de familles à surmonter leurs héritages traumatiques. Claire ouvrit une école de thérapie transgénérationnelle dans l'aile de la maison, accueillant des thérapeutes du monde entier. Cette école enseignait comment identifier et guérir les blessures qui se transmettent inconsciemment de parents à enfants sur plusieurs générations. Le jardin de la propriété se transforma en un paradis botanique où chaque plante avait des propriétés thérapeutiques spécifiques. Les roses rouges qui poussaient près du cimetière familial avaient le pouvoir d'apaiser le chagrin et de faciliter le processus de deuil. Les lavandes qui bordaient les allées calmaient l'anxiété et favorisaient un sommeil réparateur sans cauchemar. Le grand chêne centenaire devint un arbre de vœux où les visiteurs accrochaient des rubans portant leurs espoirs de réconciliation familiale. Chaque année, lors de l'équinoxe de printemps, l'arbre se couvrait de milliers de rubans colorés, représentant autant de familles guéries. La bibliothèque du salon se reconstitua mystérieusement, avec des ouvrages consacrés à la psychologie, à la spiritualité et à la guérison transgénérationnelle. Sa mort fut célébrée comme une fête, car tous savaient qu'elle rejoignait les ancêtres libérés dans
Un plan d'existence supérieur. Lucas l'a suivi quelques mois plus tard, s'éteignant paisiblement après avoir accompli sa mission de purifier le monde des influences maléfiques. Son décès marqua la fin d'une époque, mais aussi le début d'une ère nouvelle sous la direction de Gabriel. Gabriel centralisa tous les centres de guérison mondiaux sous une seule organisation. Philanthropique internationale, cette organisation employait désormais des dizaines de milliers de thérapeutes formés aux méthodes Monroe. La réputation de la famille était si grande que des gouvernements entiers faisaient appel à leurs services pour résoudre des crises. Gabriel conseillait des présidents et des rois, les aidant à gouverner avec sagesse et compassion. Lumière développa une école mystique où elle enseignait aux enfants doués comment utiliser leur pouvoir pour le bien de l'humanité. Cette école attirait des enfants du monde entier qui montraient des signes de capacité psychique précoce. La maison Monroe était maintenant classée au patrimoine mondial de l'humanité comme site de guérison spirituelle unique. L'ONU reconnut officiellement l'importance de cette propriété pour la paix mondiale et sa préservation. Gabriel vécut plus de 120 ans, continuant à innover dans le domaine de la guérison spirituelle jusqu'à ses derniers jours. Il forma personnellement plus de 1000 guérisseurs qui essaimèrent sa méthode sur toute la planète. Lumière lui succéda naturellement, devenant la dirigeante spirituelle la plus respectée de son époque. Sous sa direction, l'organisation familiale évolua vers une forme de gouvernance mondiale basée sur l'amour et la compassion. Les descendants de Thomas Monroe étaient maintenant si nombreux qu'ils formaient une communauté internationale de plusieurs milliers de membres. Tous partageaient les mêmes valeurs de guérison, de pardon et de service désintéressé à l'humanité. La transformation de la lignée maudite en famille bénie était si complète que même les historiens peinaient à croire cette évolution. Des universités créèrent des chaires d'études consacrées au phénomène Monroe et à ses implications sociologiques. Lumière eut une vision prophétique montrant que l'humanité entière était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère spirituelle. Cette ère serait caractérisée par la disparition progressive de la violence et l'émergence d'une conscience collective bienveillante. La maison Monroe devint le symbole de cette transformation possible de l'humanité, prouvant que même le mal le plus ancien pouvait être vaincu. L'histoire de cette famille inspire encore aujourd'hui des millions de personnes à affronter leurs propres démons intérieurs et familiaux. 100 ans après le sacrifice de Thomas, ses descendants gouvernaient spirituellement une grande partie de l'humanité par leur exemple d'amour. La malédiction ancestrale était devenue la plus grande bénédiction que l'humanité ait jamais reçue, transformant le monde par la force du pardon. Cette histoire nous enseigne qu'aucune malédiction n'est plus forte que l'amour inconditionnel d'un parent pour ses enfants et que le pardon sincère peut transformer les ténèbres les plus profondes en lumière éclatante, prouvant qu'il n'existe aucune situation désespérée pour ceux qui choisissent l'amour plutôt que la peine, la réconciliation plutôt que la vengeance et le sacrifice de soi plutôt que l'égoïsme. Car c'est dans ces choix difficiles que se révèle la véritable grandeur de l'être humain capable de briser tous les cycles destructeurs par la seule force de son amour transformateur.